Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous sommes là ce soir pour vous faire un commentaire sur la publication du premier trimestre. Alors, vous avez déjà lu et reçu et lu la lettre aux actionnaires numéro 102, une lettre assez exceptionnelle par les chiffres qui figurent sur cette lettre. Donc, j'espère que vous avez regardé ça en détail. Nous y reviendrons d'une manière assez générale. Nous répondrons également à vos questions. D'ailleurs, à ce sujet, vous êtes invités à poser vos questions sur l'onglet questions et non pas sur le chat, de manière à bien mettre toutes les questions au même endroit. Et nous allons, Patricia et moi, prendre la parole d'une manière relativement succincte, de manière à laisser l'espace à la parole aux actionnaires, aux salariés également qui sont sur ce webinaire, à la fin de ce webinaire. Je vais démarrer mon propos par un hommage rendu aux salariés d'Aelo. Les salariés d'Aelo sont en plein déménagement actuellement. Ils étaient dans des locaux qui sont devenus beaucoup trop petits, compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires depuis quelques années de cette société, que vous connaissez bien. Et donc on a dû bien évidemment leur trouver des locaux plus adaptés. Et c'est en ce moment, cette semaine, que le déménagement se fait. C'est très difficile à faire en pleine saison. Donc merci pour leur engagement. Merci également aux salariés d'autres filiales qui sont venus les aider. Un clin d'œil également à notre service IT qui a sué sang et eau pour rebrancher les câbles au bon moment, au bon endroit. Donc un grand merci et puis j'en profite pour saluer les performances tout à fait exceptionnelles de l'équipe AELO qui depuis 2 ans, vous le voyez sur le tableau qu'on vous a envoyé dans la lettre aux actionnaires, a fait une croissance de 150% de chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait remarquable. Alors, avant de venir sur les chiffres, je voudrais faire un petit rappel quand même pour situer le contexte. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avions démarré l'année janvier et février sur des progressions assez fortes, de l'ordre de 10%. Et puis, au milieu du mois de mars, est arrivé le premier confinement avec un écroulement du chiffre d'affaires sur les 15 derniers jours du premier trimestre 2020. Et donc, nous avions terminé ce premier trimestre 2020 avec un chiffre d'affaires stable, euh, environ 0,6% de croissance l'année dernière. Donc, c'est pour ça que nous souhaitons quand même plus communiquer cette année, et notamment sur le premier et deuxième trimestre, par rapport aux chiffres de 2019, parce que finalement, le référentiel 2020 est, nous le pensons, un référentiel faussé. Et donc, c'est ce que nous allons voir rapidement dans ce tableau de synthèse que Nicolas va nous envoyer. Donc vous voyez que sur ce tableau de synthèse, on a simplifié le tableau que vous avez dans la lettre aux actionnaires en deux grandes catégories, les sociétés qui sont dans le marché grand public et celles qui sont dans le canal professionnel. Dans le marché grand public, sur 2 ans, la progression est de 35,6%. C'est jamais vu dans le groupe Thermador, c'est très important. Ça correspond d'une part à une forte croissance de ce marché-là, toutes les GSB, mais également le e-commerce sur les produits de bricolage en France ont progressé l'année dernière, mais continuent en ce début d'année. Et nos filiales, nous pensons, ont fait encore mieux que le marché. Et puis le canal professionnel, qui s'est lui aussi extrêmement bien comporté, puisque sur 2 ans, nous sommes sur une progression d'environ 27%, ce qui est là aussi tout à fait exceptionnel. Ce qui donne sur 2 ans, entre 2019 et 2021, une progression de 28,7% cumulée, consolidée, ce qui est une performance tout à fait exceptionnelle. Donc cette lettre aux actionnaires annonce tout de même de très bons résultats, très belles performances commerciales, logistiques, parce que vous imaginez à quel point ça a dû être difficile pour nos équipes de faire face à un tel afflux de commandes. On va le voir sur la diapositive suivante, les trimestres depuis 2017, et vous voyez là encore graphiquement à quel point ce premier trimestre 2021 est exceptionnel. Nous n'avons jamais connu ça depuis de nombreuses années, et d'ailleurs, de mémoire, je ne sais pas si nous avons déjà connu ça dans le groupe Thermador.
Nous verrons bien ce qui se passe par la suite. Peut-être que ça reviendra au niveau des questions tout à l'heure, mais pour l'instant, la photographie est assez exceptionnelle. Alors, quelques points importants sur euh, les points clés de ce premier trimestre. Et c'est la diapositive qui suit. Donc, dans un premier temps, je voudrais dire qu'on retrouve un contexte qui est assez similaire au quatrième trimestre de l'année dernière. Toujours, les Français se concentrent sur l'habitat, sur leur jardin, sur leur piscine, et donc des achats qui sont des achats liés à l'amélioration de l'habitat, des achats qui sont liés à l'amélioration du jardin, comme des pompes d'arrosage par exemple. Bon, dans le domaine de la piscine, nous avons une filiale spécialisée, mais également Jetly qui vend à des grossistes des matériels de piscine. Et donc tous ces secteurs-là continuent à très bien se comporter. Les nouveautés, entre guillemets, de ce premier trimestre 2021 sont les suivantes. D'une part, une forte augmentation des prix. Alors nous l'avions déjà anticipé et déjà subi en partie, et donc une première hausse de prix a été annoncée aux clients dans beaucoup de filiales, mais ça ne suffira pas. Il y aura une deuxième hausse de prix, et sur certains produits, des hausses de prix qui peuvent, dans certains cas, dépasser 10%. Là aussi, ce sont des circonstances tout à fait exceptionnelles en termes d'inflation. Donc, ces hausses de prix, conjuguées à les hausses de prix des conteneurs, mais également à la rareté des conteneurs et à la difficulté d'approvisionner les matériels, certaines ruptures de stock également constatées chez nos concurrents, a provoqué des achats de précaution de la part de nos clients. Donc, achats de précaution, achats qui sont faits par avance, je dirais que c'est peut-être là un chiffre d'affaires artificiel qui s'est constitué sur ce premier trimestre. Donc, c'est pour ça que j'invite à la prudence, même si nous sommes très heureux d'avoir des chiffres de cette qualité-là. Prudence parce qu'il n'est pas sûr que ça puisse être reproductible. La FNAS, qui est le syndicat qui regroupe les grossistes en sanitaire chauffage, affiche fin février une progression de 7,5%, ce qui est très bon. Et vous voyez sur ce tableau que cette progression a été très bonne pendant plusieurs mois, depuis le mois de juin 2020. Et Bricobrief, qui regroupe nos clients en grande surface de bricolage, continue à afficher des chiffres tout à fait exceptionnels en termes de croissance, puisque fin février, ces clients-là étaient en progression de 11,3%. Dans la slide précédente, il y avait un point que je voulais aborder et qu'on réabordera au niveau des perspectives, c'est la rénovation énergétique. Rénovation énergétique qui a eu un effet booster véritable sur notre filiale Thermador. Et quand vous rentrez dans le détail du chiffre des filiales dans notre lettre aux actionnaires numéro 102, vous voyez que Thermador sur 2 ans a fait une progression de 102%, pardon, de 50%, de plus de 50%. Je confondais avec la lettre numéro 102, mais c'est pas tout à fait ça. Donc Thermador, progression de plus de 50% sur 2 ans, ce qui pour cette filiale, qui est une des plus grandes du groupe, est tout à fait exceptionnel là aussi. Alors un petit clin d'œil, c'est vrai que sur ce tableau, on voit que cette filiale Thermador, qui est la plus ancienne du groupe, apparaît comme celle qui est en chiffre d'affaires la plus importante sur ce premier trimestre. Donc ça montre quand même l'impact direct de la rénovation énergétique sur le chiffre d'affaires du groupe Thermador. Alors les perspectives. Il y a des perspectives positives et certaines qui le sont moins. L'impact du troisième trimestre, du troisième confinement, cet impact est véritablement incertain, notamment au niveau des grandes surfaces de bricolage, puisque certaines d'entre elles ont dû fermer, celles de très grande taille, 10 000 m². Donc là, on reste quand même dans l'expectative par rapport à ces mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics. Ce confinement va durer sans doute 4-5 semaines, nous verrons. Une bonne capacité d'adaptation de nos clients maintenant à ce type de confinement, mais pour autant, ça a un impact sur l'activité économique globale. La rénovation énergétique, et notamment la RE 2020, qui est la réglementation thermique 2020. Cette réglementation va continuer à favoriser un certain nombre de matériels qui sont vendus par le groupe Thermador
et notamment chez Thermador. Tous les accessoires des générateurs de chauffage qui fonctionnent avec des énergies renouvelables, comme les pompes à chaleur, les chaudières à combustible solide, mais également les systèmes solaires thermiques. Tous ces matériels-là ont besoin d'accessoires qui sont fournis par Thermador. Nous avons également des possibilités sur des matériels qui sont vendus par PB-Tube et Thermacome, et j'en parlerai tout à l'heure, puisque on a des idées de développement de nouveaux produits. En revanche, le marché des logements neufs, lui, est en baisse. D'une part sur les permis de construire, et d'autre part sur les mises en chantier. Donc cette baisse, elle est continue depuis plusieurs mois, elle se poursuit, et pour l'instant, nous n'avons pas touché le bas du cycle. Donc à suivre, nous estimons que cette année, nous toucherons ce bas de cycle, et qu'ensuite, nous irons vers de meilleures perspectives sur le logement neuf. Je rappelle qu'il y a 2 sociétés du groupe qui sont particulièrement exposées à ce marché du logement neuf. Il s'agit de PB-Tube et de Thermacome. Et puis enfin, sur l'international, notre filiale Safeco, qui a fait tout de même une bonne performance sur ce premier trimestre, reste dans l'attente de pouvoir visiter ses clients, ce qui est pour l'instant encore handicapant. Donc on estime que nous pourrons reprendre un rythme de développement entre guillemets normal pour cette filiale à partir de septembre, lorsque les voyages seront rendus possibles. Patricia, tu veux poursuivre sur l'international avec Sodeco? Donc Sodeco, c'est notre filiale qui est basée donc en Belgique et qui a également des commerciaux donc dans les Pays-Bas et l'Allemagne. Et donc dans ces 3 pays, comme en France, donc il y a une limitation aux visites chez les clients, et donc ça impacte forcément l'activité. On notera que Sodeco est une des sociétés qui est en baisse par rapport en fait à 2020, mais ça s'explique parce que son activité est très dépendante de grands projets, de projets de livraison d'usines clés en main ou de lignes de production. Et en 2020, ils avaient livré un projet important en février, ce qui explique cette variation 2021, enfin de 2021 par rapport à 2020. Ensuite, on va passer sur les projets, puisque effectivement, cette année 2021 est encore riche en projets pour Thermador Group et ses filiales. Donc, on a parlé tout à l'heure d'Aelo avec le déménagement. Donc, l'objectif, c'était de doter en fait Aelo d'un bâtiment, d'un entrepôt logistique donc de plus de 5800 mètres carrés pour permettre à Aelo d'assurer sa croissance, tout simplement, l'exploitation dans de bonnes conditions de travail. Donc ça a été un projet qui a été qui a commencé sur 2020 et qui s'est terminé sur 2021 avec la livraison de cet entrepôt logistique et un réaménagement de bureaux existants. Donc ça va permettre effectivement d'assurer la croissance d'Aelo pendant un certain nombre d'années. On peut parler de 10 ans, c'est déjà une belle perspective. Ensuite Accélère, donc Accélère c'est notre filiale qui œuvre dans le domaine de la ventilation et qui en fait a été créée en 2013 et qui également a besoin d'espace supplémentaire pour pouvoir développer ses gammes. Et donc nous avons entrepris la construction d'une cellule logistique donc de 3000 m², avec un espace bureau également pour accueillir l'équipe donc de 17 personnes d'Accélère. Donc ça sera aussi sur 2021. Dipra Rousseau, donc Dipra Rousseau, pour refaire un peu l'histoire, Rousseau c'est une société que nous avons acquise en 2018 et le projet donc c'était de faire fusionner Dipra et Rousseau. Donc en 2021 c'est quelque chose qui est prévu. Donc nous travaillons sur ce projet de fusion. Et un des enjeux, c'est de pouvoir apporter à cet ensemble un ERP qui soit tourné grand public et donc de prendre en compte les façons de travailler de chaque filiale, donc de chaque société, Dipra et Rousseau. Donc nous avons démarré ce projet informatique qui va en fait monopoliser beaucoup les équipes de Dipra et de Rousseau. Et l'équipe également de Thermador Group au niveau de l'IT, au niveau de l'informatique qui les accompagne. Ensuite, donc FG Inox. Donc FG Inox, c'est donc une des filiales que nous avons, une société que nous avons acquise en fait en 2017, qui œuvre dans le commerce des raccords inox, qui est spécialisée dans les raccords inox.
et qui a un entrepôt logistique où ils sont locataires. Donc on a pris la décision de les rapatrier donc, sur notre siège historique, enfin on va pas dire notre siège historique, mais le lieu, enfin Saint-Quentin-Fallavier, on a quand même un bon grand nombre de nos filiales. Et donc le projet, donc c'est un projet qui va se courir sur 2021 et 2022 avec la construction d'un entrepôt logistique de 8 000 m² et pour pouvoir accompagner encore la croissance de FG Inox. À cela, à ce projet donc, immobilier est lié un projet également d'amélioration de la logistique avec une recherche d'efficacité plus grande pour le service aux clients. Puisque FG Inox travaille à la fois sur la France et sur l'export. Donc nous souhaitons avoir une logistique qui soit en perpétuelle amélioration. Donc il y a une étude qui est menée actuellement, conjointement, avec la direction de FG Inox et avec la directrice de la supply chain, donc qui est logée au sein de Thermador Group, pour pouvoir réfléchir à des solutions nouvelles. Et PB Tube Thermacome, donc je vais passer la parole à Guillaume par rapport à ce projet. Oui, alors je vais juste rajouter un petit mot sur FG Inox et leur venue logistiquement à Saint-Quentin-Fallavier. Ce sera aussi un moyen d'accélérer la vente des produits de FG Inox, qui sont des raccords inox pour une grande partie, à l'international, puisque ça rapprochera la logistique de FG Inox du hub de départ pour l'international, puisque Safeco rassemble tous les produits du groupe pour expédier sur des grossistes à l'international. Alors, PB Tube et Thermacome, pour l'instant, nous avons mis en œuvre des petites synergies logistiques sur une gamme de produits extrêmement ciblés, mais prioritairement travailler sur des développements de gamme et des synergies commerciales. Alors, nous avons tout particulièrement dans l'idée de développer les gammes du plafond chauffant rafraîchissant, qui est l'équivalent du plancher chauffant rafraîchissant, mais au plafond, et qui présente l'avantage d'avoir une meilleure efficacité quand il s'agit de refroidir les bâtiments. Et vous pouvez imaginer qu'avec l'évolution du climat et la demande pressante des autorités pour les bâtiments d'être absolument économes en énergie, des solutions de ce type vont se développer. Et nous pensons qu'effectivement, nous pouvons prendre une part de marché significative dans le rafraîchissement et la climatisation, entre guillemets, des bâtiments avec ce type de solution demain. Donc un gros travail qui est fait par les deux équipes conjointes pour couvrir l'intégralité des niches de marché sur le plafond rayonnant et compatible RE 2020. Voilà, en quelques mots pour les perspectives. Nous avons volontairement avec Patricia été court dans notre présentation de manière à laisser la place à vos questions. Et comme nous avons autour de ce webinaire des actionnaires illustres et des gens qui nous connaissent très bien, je vois que les questions ont commencé à fuser, donc je vais commencer à répondre par Claude, qui est un fidèle de Thermador, qui nous connaît bien et qui nous demande comment nous allons réussir à répercuter ces hausses qui nous arrivent d'une part du fait des matières premières et d'autre part du fait de l'augmentation du prix des conteneurs. Donc ça, c'est pour les produits qui sont importés. Tout simplement, nous allons répercuter ces hausses parce que nos clients savent pertinemment que nous n'avons pas le choix. Eux également, pour certains d'entre eux, font des importations, font des achats et subissent de la même manière des hausses qui sont extrêmement importantes. Alors vous avez cité un certain nombre de métaux comme l'aluminium, le cuivre, mais également l'acier. L'acier a subi des hausses tout à fait considérables depuis quelques mois, ce qui nous amène à répercuter ces hausses. Donc nous le faisons avec diplomatie, respect pour nos clients, mais en leur disant c'est une obligation pour l'équilibre financier de nos entreprises, nous devons répercuter ces hausses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait pour certaines filiales du groupe une première hausse et nous avons annoncé une deuxième hausse. S'il faut en faire une troisième au mois de septembre, nous le ferons. C'est la logique des choses. Et c'est vrai que quand je lisais dans les Échos encore cette semaine que l'inflation en France n'était que de 0,6% au mois de mars, je pense que cette inflation va beaucoup évoluer dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent en France,
parce que nous voyons des augmentations de prix sur des matériels dans nos métiers assez courants, des augmentations de prix très importantes. Donc, oui, nous les subissons, oui, nous discutons avec nos clients, et oui, nous les répercutons parce que nos clients ont conscience que c'est basé sur des faits réels et ont conscience que les stocks sont très bas. La priorité pour nos clients, c'est d'avoir du matériel livré. On peut parler peut-être, Claude en fait mentionnait également la parité euro-dollar, mais la parité euro-dollar sur le premier trimestre, mais également sur le deuxième trimestre, nous reste favorable. Donc pour rappel, nous avons 33% de nos achats qui sont payés en dollars, avec des couvertures. Donc ça, mécaniquement, ça atténue un petit peu l'impact des hausses de matières premières, mais seulement sur 33% de nos achats. En tout Ensuite, cas, sur la devise, on va dire qu'il y a un relatif calme plat pour le moment, oui, une on relative est, stabilité entre l'euro et le c'est dollar. beaucoup plus favorable que ça ne l'était l'année dernière, parce que l'année dernière, on était sur des niveaux de dollars à 1,12, 1,13, 1,14. Là, on est plutôt sur du 1,19, 1,18, 1,20. Donc c'est favorable à nos filiales, et notamment nos filiales qui sont dans la GSB. Ensuite, on a une question de Xavier Maupin. Est-ce que Xavier, tu donc, voulais rajouter peut-être quelque chose, Guillaume? non, 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 c'est sur bon. les prix? D'accord. Xavier, que je salue, hein, qui est lui aussi un expert du groupe Thermador et qui s'inquiète pour nos stocks, à juste titre, hein, puisque, rappelez-vous, dans le mot du président du document de référence, je disais attention, nos stocks sont bas. Et derrière, on fait un premier trimestre avec une progression organique de 28%. Donc, je pense que certains d'entre vous ont dû dire les stocks étaient bas avec une progression pareille, nous devons être vraiment très très bas. Euh, sur certains produits, c'est le cas, puisqu'en plus nous avons subi dans certains cas, entre guillemets, des ruptures de nos concurrents qui ont provoqué l'affluence de clients de ces concurrents chez nous pour du dépannage. Et donc certains matériels, et notamment des matériels de forte vente, se retrouvent tout à fait limite, voire en rupture dans certaines de nos filiales. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement tendue qu'on stocke sur certains matériels. Alors, le fait qu'on ait des gammes qui soient très larges, ça nous permet dans certains cas d'arbitrer sur des matériels proches que par rapport à ceux qui sont en rupture et qui sont les best-sellers. Mais nous devons admettre qu'en ce début d'année, nous avons un taux de rupture dans le groupe Thermador qui est tout à fait inhabituel, vraiment lié à ce contexte. On avait rappelé quand même que le chiffre des stocks à fin décembre, même si quelque part c'était positif au niveau de notre besoin en fonds de roulement, nous considérions que dans certaines filiales, le niveau était trop bas. Et effectivement, il y a une difficulté finalement à avoir cette forte activité et des tensions sur les approvisionnements. Donc là, c'est un travail de la part de nos équipes d'approvisionneurs qui est relativement complexe. Après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que le fait d'avoir des partenaires fournisseurs depuis un certain nombre d'années nous permet peut-être d'être un peu favorisés dans les négociations. Alors ça rejoint la question de Paul, que nous saluons également, qui est un fidèle du groupe Thermador, lui aussi un expert. Décidément, ce soir, autour de la table, nous avons beaucoup d'experts. Euh, Paul pose la question de savoir si on peut expliquer ces gains de part de marché, puisque le groupe Thermador a l'air d'avoir des performances au-dessus du marché. On l'explique toujours de la même façon. La qualité et l'implication de nos équipes, c'est très important, et particulièrement dans une situation sanitaire tendue. Donc, je vous rappelle que le taux d'absentéisme l'année dernière a quasiment été stable par rapport à l'année précédente. On était à 3,9%, donc on était complètement stable. Voilà, donc grosse implication de nos équipes. Quand même, une bonne qualité de stock. Je crois que c'est aussi le nerf de la guerre dans ce type de situation. Et tout ça, la qualité du stock, c'est aussi lié à la solidité financière, parce que les deux, vous le comprenez, sont liés, et à la prudence dont ont fait preuve les fondateurs du groupe, et je crois dont nous aussi nous avons fait preuve, de manière à conserver cette solidité financière. Donc tout ça nous permet, dans des situations de crise un petit peu tendues, telles que nous les vivons actuellement, ça nous permet peut-être de faire la différence. Alors, Paul continue. Alors, est-ce qu'on gagne des nouveaux clients? Alors, sur le terrain, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains clients
qui étaient plutôt des clients de nos concurrents, sont venus chez nous en dépannage. Nous allons faire en sorte de les conserver après cette crise, mais certains repartiront peut-être chez nos concurrents. Bon, ce sera un travail commercial à faire pour les convaincre de rester chez nous. Il faut qu'on maintienne le bon service et après on arrivera. Mais on peut quand même dire que, par exemple, dans le cas de Aelo, le traitement finalement de la crise sanitaire, Aelo avait été resté ouvert par rapport à ses concurrents. On avait la conviction qu'ils avaient gagné potentiellement des clients. Et la question, c'était est-ce que sur 2021, finalement, ces clients allaient rester clients d'Aelo ou est-ce que finalement ils allaient revenir sur certains concurrents? Quand on voit les performances de l'équipe d'Aelo, on peut se dire qu'il y a eu vraiment gain de part de marché de la part de cette filiale. Une chose tout à fait concrète pour vous expliquer et vous dire à quel point nos salariés sont impliqués. Quand une filiale a du retard en livraison, quand vraiment nous n'arrivons pas à faire face à l'afflux de commandes, il est assez fréquent en ce moment que des salariés viennent travailler le samedi matin en logistique pour expédier du matériel. D'ailleurs, ça va être le cas pour Aelo, puisque pendant les 3 jours de déménagement, le matériel ne part pas et il va falloir rattraper le retard. Et il est d'ores et déjà programmé de venir travailler 2 samedis. Donc, vous voyez à quel point nos salariés sont impliqués et prêts à beaucoup faire pour être au service des clients. Après, on a une question donc de Pierre Bosset sur est-ce que notre capacité donc à passer les hausses de prix, est-ce qu'elles arriveront finalement assez tôt pour préserver les marges du groupe? Alors, je dirais que le tampon naturel du groupe, qui est son stock, est dans ce contexte plus faible que d'habitude, puisqu'il était déjà un petit peu entamé au mois de décembre et que vous voyez que nous nous sommes fait un peu dévaliser sur ce premier trimestre. Donc, l'impact des hausses fournisseurs va se faire ressentir sur les prix de revient beaucoup plus rapidement. Répondre à cette question en consolidé, c'est extrêmement compliqué, puisque nous avons quasiment 80 000 articles, plusieurs filiales, des politiques tarifaires différentes. Donc, ce que je peux simplement vous dire, c'est que cette problématique est heureusement délocalisée au niveau de nos équipes, et c'est chaque société qui doit prendre ses responsabilités, prendre des mesures, passer des hausses, discuter avec ses clients, avec ses fournisseurs, de manière à réagir le plus rapidement possible par rapport à ce train de hausse qui arrive aujourd'hui. Nous verrons déjà, peut-être que nous aurons une idée un petit peu plus claire à la fin du premier semestre sur la marge commerciale et la marge opérationnelle. Mais pour l'instant, c'est un peu difficile de se prononcer. Vu le timing des hausses que nous avons eu des fournisseurs, effectivement, je pense que déjà sur le mois de juin, nous aurons déjà une image partielle de l'impact. Après, il y a donc une autre question de Pierre Bosset, c'est que les conditions de marché actuelles, est-ce que ça nous ouvre de nouvelles opportunités en termes de croissance sur des nouveaux produits ou des acquisitions potentielles, des acquisitions en fait sur la partie croissance externe. Donc le fait d'avoir des opportunités sur de nouveaux produits, quelque part les nouveaux produits on en crée chaque année, donc on est dans c'est quelque chose, c'est une forme de croissance organique qui assure finalement du chiffre d'affaires additionnel. Est-ce que dire que les conditions actuelles nous ouvrent des portes sur des nouvelles gammes, je ne suis pas forcément convaincue. Non, je dirais plutôt même que nous avons plutôt tendance actuellement à nous concentrer sur la nécessité déjà de faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire livrer nos clients sur les produits qui sont tarifés, et c'est pas simple. Donc ça a plutôt même, à mon avis, un effet ralentisseur sur les projets, parce que des projets de nouveaux produits, on en a dans les tiroirs de beaucoup. Oui, puis les catalogues des filiales, finalement, sont déjà... les gammes s'étaient déjà arrêtées pour 2021, puisque effectivement, il faut qu'on trouve un fabricant, il faut qu'on teste les produits, il faut qu'on ait la qualité, et il faut qu'on ait les premières mises en stock. Donc c'est pas... être opportuniste, c'est une chose. Après, il faut que nous, on puisse maintenir le service à nos clients avec une qualité de produit et des délais. Donc forcément, je me répète, mais je ne suis pas convaincue que ça nous ouvre de nouvelles voies. Par contre, en termes de croissance externe, c'est ce que nous avions
euh, nous avions en fait indiqué que nous faisions une pause pendant l'année 2020 et 2021. Ça reste toujours d'actualité et on l'a redit lors de notre assemblée générale du 6 avril. Donc on reste sur, on ne sommes pas actifs à rechercher donc des cibles. Après, si on a des présentations d'opportunités, voilà. Mais sur 2021, on reste, on fait une pause pour pouvoir en fait permettre l'intégration et tous les projets qu'on a listés précédemment, qu'on puisse en fait travailler sur ces projets, puisqu'il faut de la ressource, il faut du temps et il faut une organisation qui permette de développer les synergies sur lesquelles se sont appuyées les acquisitions que nous avons réalisées. Alors en tout cas, pour répondre définitivement à la question de Pierre, tout sur le pont pour livrer les commandes aujourd'hui, hein. C'est vrai que développement de nouveaux produits, Mm. je pense que c'est un petit peu mis en parenthèse. Il faut vraiment faire face à ces circonstances exceptionnelles. Xavier nous pose la question sur les recrutements. C'est prévu dans les budgets des filiales. Nous l'avons dit au moment de la publication des résultats. Euh, c'est le caractère, je veux dire, optimiste des chefs d'entreprise qui sont à la tête des filiales du groupe. Nous avons l'intention de faire des recrutements encore cette année. Nous en avons fait l'année dernière, malgré la crise. Alors, quel type de profil? Tous les métiers du groupe, hein, mais aujourd'hui des commerciaux itinérants, des commerciaux sédentaires avec une ouverture sur la technique des produits, bien évidemment. Ça, c'est des profils qu'on recherche quasiment toujours. On recherche également pas mal de profils en logistique. Parce que ce sont des métiers qui sont difficiles physiquement, qui demandent de l'implication, et c'est pas si simple finalement de trouver des personnes qui fassent très bien ce métier-là. Et nous sommes sur la zone de Saint-Quentin-Fallavier. Cette zone est connue au niveau de la logistique et comme étant une zone de plein emploi. Donc effectivement, le fait de recruter des bons caristes ou des bons préparateurs de commandes, c'est quelque chose, c'est un challenge de nos filiales pour pouvoir avoir des équipes logistiques stables. Après, moi, je rajouterais quand même qu'au niveau des recrutements, on a des recrutements en cours en Belgique, puisque également notre filiale belge recherche des profils sur un profil d'acheteur notamment. Donc, on continue de recruter. Et je prêcherai un peu aussi pour notre paroisse, puisque l'équipe des informaticiens chez Thermador Group donc, est passée à 8 personnes maintenant. Et nous avons encore des recrutements en cours dans ce domaine, puisque nous intégrons de plus en plus de technologies, à la fois sur la partie e-commerce, sur la partie en fait visionnage 3D. Donc nous évoluons sur l'intégration de compétences en interne, et ça, nous avons des recrutements en cours. Alors, Rudolf, que j'ai eu ce matin au téléphone et qui a bien reçu son Royal. document en papier. Alors, donc, je rappelle à tous les actionnaires qui souhaitent avoir le document papier que c'est tout à fait possible. Donc, il suffit, si vous ne l'avez pas reçu parce que vous êtes noté dans la base de données comme étant réceptionnaire de documents électroniques et que vous préférez l'avoir en papier, appelez-nous. On vous requalifie dans la base, on vous renvoie un document papier, il n'y a absolument aucun souci. C'est avec un grand plaisir qu'on le fera. Alors, est-ce qu'on va être dépendant ou est-ce que nous sommes dépendants des importations Chine qui viennent par conteneur? D'une certaine façon, oui, dire que nous ne sommes complètement indépendants de ça, ce serait totalement faux. Cela étant, le contexte actuel est suffisamment exceptionnel pour pas en faire une généralité. Je rappelle que cette crise des conteneurs, elle est consécutive à cette crise sanitaire, puisque les États-Unis, quand ils ont pu reprendre leurs importations, ont importé massivement des produits. Il y a eu une concentration de conteneurs aux USA, avec un appauvrissement de l'offre de conteneurs sur le reste du monde, qui a provoqué une première crise en début d'année. Et puis il y a eu cette crise du canal de Suez qui est venue se rajouter là-dessus. Donc ça fait beaucoup d'accidents qui nous conduisent aujourd'hui à avoir une certaine rareté des conteneurs. Mais tout de même, nous avons encore des livraisons, un flux qui arrive. Cette industrie du transport par conteneur continue à bien fonctionner. Et même si les délais sont un peu plus importants, ça continue à bien marcher. Donc je dirais que c'est quand même un modèle assez résilient. Il n'y a pas de raison véritablement de paniquer. En revanche, ça peut nous amener demain à avoir, avec nos partenaires transitaires, des discussions plus en amont
pour amortir plus en amont cette probabilité, ce risque qui existe et qui arrive relativement peu fréquemment. Mais je rajouterais quand même un autre élément, c'est que nous avons, avec nos transitaires, là encore, c'est un partenariat de longue date. Donc il y a un travail en fait avec nos filiales pour pouvoir voilà, avoir une bonne qualité de service. Et le fait d'avoir cette régularité, cette fidélité, fait que peut-être que certaines fois, on arrive à trouver de meilleures solutions qui sont plus adaptées. Donc après, il y a un flot continu d'informations pour suivre les containers, pour effectivement qu'on puisse répondre à nos clients en disant vous allez être livré et la date de livraison, ça va être celle-là. Donc ça, c'est important, le fait d'être informé et d'être bien informé par rapport à nos transitaires et par rapport aux livraisons des containers. Jean-Pierre nous demande si la qualité, la taille de nos stocks nous permet de lisser les hausses. Là, je vais répondre d'une manière assez directe. Je pense que non. Et ce n'est pas, à mon avis, une bonne tactique à avoir, puisque il faut faire les choses qui correspondent à nos prix d'achat. Parce que le jour où les prix doivent baisser parce que les prix d'achat baissent, les clients nous le demandent à juste titre de nous ajuster. Donc, si vous n'avez pas fait le nécessaire à la hausse, le jour où on vous demande d'ajuster à la baisse pour des raisons objectives, vous vous retrouvez coincé sur vos marges. Donc, je pense que notre devoir, c'est de refléter le plus rapidement possible ce qui se passe en amont. Et c'est ce que font en règle générale les filiales. Même si nous avons un stock qui est important, il s'agit d'un stock de quelques mois, et donc quelques mois, c'est vite, vite passé. Et je pense que des clients et nous-mêmes, on préfère avoir une application de hausse une fois plutôt que plusieurs applications plus petites et en plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, c'est un travail de remise à jour des prix qui est quand même extrêmement chronophage. Et d'étiquetage, parce qu'il faut quand même aussi se rendre compte certains de nos grossistes sont des linéaires, donc il faut un étiquetage des prix de vente à chaque fois. Donc il vaut mieux finalement anticiper et avoir la hausse de prix adaptée plutôt que de la répercuter plusieurs fois. On a une question ensuite de Jean-Pierre. Comment se sont passés les tests informatiques par des hackers que vous projetiez afin de tester la résistance de vos systèmes? Donc effectivement, on avait communiqué sur le fait qu'on allait qu'on allait être audité, que notre sécurité informatique allait être auditée, ce qui a été fait. Donc on a relevé un certain nombre en fait d'actions correctives, qui ont été partiellement mises en place. Donc ça nous a aussi conforté. Nous avions fait des choix d'investissement en 2021 pour renforcer notre sécurité informatique. Et finalement, l'audit de sécurité est venu conforter ces choix. Et finalement, les protections qu'on avait décidé de mettre en place se sont avérées efficaces. Donc voilà. Alors, je voudrais souligner aussi que la protection informatique, ça passe aussi par l'implication de chacun. Et c'est pour ça qu'on régulièrement on refait passer les messages. D'ailleurs, il y a pas mal de salariés qui sont connectés ce soir. Euh, on refait passer des messages à nos salariés. Soyez vous-même vigilants. Ne laissez pas traîner vos mots de passe. N'ouvrez pas les mails qui vous paraissent suspects, etc., etc. Et je vous assure que beaucoup d'attaques informatiques se font par des biais aussi simples que ça. Par les boîtes mail, tout simplement, Voilà. et par des mails qui sont d'un destinataire inconnu. Donc ça, effectivement, ça fait partie aussi la formation des utilisateurs, l'information et une information régulière avec une piqûre de rappel régulière. Donc ça, c'est aussi des choses qui vont être mises en place de façon plus récurrente auprès de chaque filiale pour que la sécurité informatique, c'est un sujet commun, c'est l'action de tous qui fait qu'on sera protégé. Donc, mais nous continuons de travailler sur le sujet. Gilbert nous demande si on applique des hausses sur des produits qui sont déjà en stock. Dans certains cas, oui, mais on calcule. En fait, nous ne réfléchissons pas comme ça. Lorsque nous avons des hausses qui nous viennent des fabricants, nous les répercutons sur le marché, quelle que soit la taille du stock, parce qu'on a l'obligation de le faire. C'est une mission quelque part qu'on se donne de manière à coller au mieux à la réalité. Jacques Perrin nous demande effectivement si nous n'aurions pas intérêt à rapatrier un certain nombre d'approvisionnements en Europe du fait des difficultés qu'on peut rencontrer pour approvisionner en Chine. Euh, Ce sont des sujets qui ne se décident pas comme ça d'une manière radicale. Nous avons
des partenaires en Europe, des partenaires en Italie. Vous savez que c'est un pays historiquement qui est un pays partenaire du groupe Thermador. D'ailleurs, je pense que la Qualifi et Sergio est très fidèle à ce webinaire, j'en profite pour le saluer. Donc des produits qu'on continue à acheter en Italie. Nous avons également des partenaires en Chine qui sont tout à fait respectables et en qui nous avons totalement confiance. Eux aussi d'ailleurs ont confiance en nous. Et nous avons le devoir d'être loyaux vis-à-vis de tous ces partenaires. D'autre part, il y a des matériels que nous achetons en Chine qu'on ne retrouve pas en Europe aujourd'hui. Donc dire nous allons rapatrier les fabrications en Europe ou en France n'est pas si simple que ça. Il est clair qu'à qualité équivalente, à prix équivalent ou proche, nous avons toujours donné préférence à l'Europe, pour autant que nous trouvions les produits en France ou en Europe. Nous avons une petite question de Claude concernant. Nous sommes suivis par 2 analystes qui sont Odo et Porzampar. Et Odo, effectivement, a fait des commentaires et a remonté son objectif de cours à 92 €. Et donc, la question de Claude, vous n'aimez pas commenter votre cours. Partagez-vous l'avis d'Odo? À quand un cours à 100 €? Bah, comme on n'aime pas commenter notre cours, Et- bah, on va éviter de le commenter. Je pense que ce sera quand même plus sain. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas une bonne chose que les dirigeants de sociétés cotées commentent leurs cours. Donc, on va s'abstenir. Simplement, nous allons dire d'une manière très simple, le marché a bien accueilli la publication de ce matin, d'hier soir, on va dire, ce qui est pas toujours vrai, mais en l'occurrence, ça a été particulièrement vrai cette fois-ci. Il faut dire que cette lettre aux actionnaires, je l'ai dit en préambule, est tout à fait exceptionnelle et ces hausses sont tout à fait exceptionnelles. Il faut dire aussi que les analystes n'anticipaient pas une telle croissance du chiffre d'affaires et donc ils étaient plutôt sur un chiffre d'affaires autour de 104 millions à peu près. Donc effectivement, le 127 millions n'était pas attendu. Donc Alors, voilà. oui, alors Patricia a raison de souligner ça. Alors, je vous rassure, nous non plus, on n'avait pas anticipé 127 millions de chiffre d'affaires, ni les dirigeants de filiales, ni nous. C'est d'une ampleur que nous n'avions absolument pas anticipée. Après la question de Gilbert concernant nos panels de fournisseurs, avez-vous systématiquement 2 fournisseurs minimum pour la majorité des produits qui tournent régulièrement? Je pense qu'on a effectivement des sources d'approvisionnement identifiées. Savoir si pour un même produit, une même référence produit, on achète chez 2 fournisseurs en même temps, je pense que c'est assez compliqué à mettre en œuvre puisqu'il faut quand un client nous commande, il faut qu'il ait exactement le même produit. Donc, ce qu'on peut dire, c'est quoi qu'il arrive, sur un produit existant au catalogue, on est capable de dire si on achète chez un fournisseur régulier et on a une deuxième source d'approvisionnement possible. Après, il y a du délai pour le mettre en place parce qu'on a ce sont des fabricants, il y a des lignes de production à faire redémarrer. Donc, c'est pas aussi systématique que ça, mais on a, et ça fait partie des forces de nos filiales, d'avoir des sources, des sources d'approvisionnement une base de données relativement large qui nous permet de pouvoir identifier là où on va trouver le produit si jamais. En revanche, sur les produits à marque de fabricants, comme les produits, j'ai cité la Qualifi tout à l'heure, j'aurais pu citer aussi la société DAB. Quand nous vendons une pompe DAB, il n'y a qu'un seul fournisseur pour la pompe DAB et nous comptons sur lui pour nous livrer le produit en temps et en heure avec la qualité attendue. C'est ce qui d'ailleurs se passe. C'est la même chose pour la Qualifi. Ce sont des produits de fabricants avec la marque du fabricant qui sont attendus par les clients de nos clients comme des produits de fabricants. Et donc nous n'avons sur ces produits-là qu'un seul fournisseur, mais ce sont des fournisseurs que nous connaissons depuis des années, qui sont fiables, qui sont solides, qui ont traversé cette crise. Et donc, je dirais que le niveau de risque est relativement faible là aussi. Après, nous avons une question de Jean-Pierre concernant les rares impayés clients, sont-ils toujours stables? Oui, ils sont toujours stables. Il n'y a pas d'alerte. Nous avions une alerte c'était donc à fin juin l'année dernière par rapport à notre client France Bonhomme qui a bénéficié d'un PGE. Les choses sont rentrées dans la normale. Ce que j'avais déjà souligné, je pense, lors de notre commentaire sur les résultats de 2020,
c'est que effectivement le fait de cette crise sanitaire nous a poussé en fait à regarder tout le temps des positions consolidées d'exposition à certains clients pour être bien en ligne, pour que chaque filiale soit bien en fait opérationnelle sur les relances clients et puisse se comparer à d'autres filiales qui ont le même client pour voir si elles sont payées dans les mêmes délais. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons continué de faire parce qu'on a considéré que c'était un bon exercice et que c'était en fait aussi un moyen d'accroître notre efficacité sur l'encaissement des créances clients. Alors, Olivier souhaite savoir si nous pourrons organiser à nouveau la visite De nos du sites. site par des actionnaires, avec plaisir quand ce sera possible. On l'avait déjà fait avec des actionnaires individuels, on le fait aussi avec des institutionnels. On pourra bien évidemment réitérer ça parce qu'on pense que c'est toujours intéressant. C'est un outil de communication, mais également de fidélisation. Donc, avec plaisir, à organiser, plutôt dans une période où le climat est clément. Ça permet de se voir, éventuellement de se rencontrer en plein air. Donc, Et c'est quand, un projet qu'on retient. et Mais quand vous on donner une a, date aujourd'hui, c'est voilà. malheureusement pas possible. Et quand on aura aussi stabilisé certaines livraisons de bâtiments, parce que nous sommes, enfin, nous avons une partie des bâtiments en travaux, donc c'est pas toujours facile de faire visiter. Euh, alors, une question de Gilbert sur dans la gestion des commandes produits, utilisez-vous Odoo, anciennement OpenERP ou TinyERP? À ma Non? connaissance, non. Le nom de notre ERP, Patricia? Alors, c'est ACE, donc c'est un éditeur. Alors, on en a plusieurs. De notre ERP groupe qui représente la majorité des filiales, c'est ACE et c'est un éditeur enfin, l'éditeur de notre logiciel est américain. Et en fait, cet éditeur américain a racheté un ERP qui était un ERP français et qu'on retrouvait beaucoup dans la distribution. C'est pour ça que nous l'avions choisi, parce que ça correspondait en grande partie à notre métier. Dernière question de la liste pour le moment. On nous demande si notre actionnaire allemande, qui est notre premier actionnaire, serait à même de nous aider à faire des acquisitions en Allemagne, le cas échéant. Bien évidemment, si ça peut servir d'interface, ça peut servir, je dirais, pour rassurer éventuellement une société allemande pour rejoindre une société française. Ça peut aussi servir d'interface culturelle, même si les cultures françaises et allemandes ne sont pas si éloignées que ça, ou d'expertise financière. Donc, il nous a déjà clairement signifié qu'il serait bien évidemment à notre disposition pour nous aider si nous avions des projets concrets, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous accueillons Yanis Rentrop, qui est donc qui est lié à ce Family Office dans notre conseil d'administration. Donc il peut d'autant plus nous accompagner dans des projets d'acquisition. Déjà sur la partie stratégique, puisque notre conseil d'administration nous challenge beaucoup sur notre vision stratégique. Donc c'est déjà un moyen de nous aider dans ces réflexions. Nous n'avons pas eu ce soir de questions sur les ventes par Internet, alors que c'est quand même une question qui revient assez régulièrement. Alors nous avons eu de la part de INOA, qui est le syndicat qui regroupe tous les fournisseurs de grandes surfaces de bricolage, une étude intéressante sur le marché du bricolage en 2020. Cette étude estime que les ventes par des pure players se montent à 14%. Alors vous voyez, c'est significatif, mais des acteurs traditionnels ont gardé une part très importante. Dans les faits, les grands acteurs du marché sont aujourd'hui multicanaux. Ça correspond finalement à notre vision de la part des produits grand public qui sont commercialisés via le e-commerce. Mais dans la part professionnelle, ça, à mon avis, ça ne sera pas, enfin, ce n'est pas aujourd'hui supérieur à ce chiffre de 14%. Alors, nous avons répondu à toutes vos questions. Il est 18h49. Euh, si vous avez de nouvelles questions, ce sera avec plaisir. Sinon, on peut terminer ce webinaire ce soir, puisque finalement, on ne va pas continuer à parler s'il n'y a plus grand-chose à dire. Encore une question?
Peu du tout? Eh bien, il nous reste à vous remercier pour votre présence, votre fidélité, et puis vous donner rendez-vous pour la publication du chiffre d'affaires du premier semestre qui va se faire mi-juillet. Ça doit être aux alentours du 15 juillet, mais à vérifier sur les agendas. Pas le 14, c'est sûr. Ah non, pas le 14. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée. Très bonne soirée, très bon week-end.